Mes chers compatriotes, depuis la naissance de la Ve République, on n'avait jamais vu, de mémoire de citoyen, une élection présidentielle aussi chaotique. À quelques semaines du scrutin, nul ne saurait prédire son résultat, car de nombreux électeurs se disent encore hésitants. Nos concitoyens se demandent avec inquiétude quel sera l'avenir de leur pays. Ils sont désemparés, désespérés, déboussolés. Les 5 principaux candidats actuellement en lice nous présentent des programmes qui contiennent tous quelques bonnes idées et tout autant de mauvaises, mais dont surtout le défaut général est de n'offrir aucune certitude quant à leur financement, alors que la France est déjà dans une situation économique désastreuse, écrasée d'impôts et endettée jusqu'au cou. Devant cette situation navrante, je n'ai pu résister au désir de me mêler publiquement de ce qui me regarde et de faire moi-même quelques suggestions à l'intention de tout candidat qui jugera bon de s'en inspirer. Tout d'abord, je dois me présenter, car la plupart d'entre vous ne me connaissent pas, hormis les quelques milliers de lecteurs fidèles que je compte en France, Belgique, Suisse, Québec et ailleurs. Mon nom est Pierre Lance, comme une lance. J'ai 83 ans et je suis écrivain depuis plus de 50 ans. J'ai publié une vingtaine de livres et une multitude d'articles de revues et de magazines. Je continue d'ailleurs, car un écrivain ne prend jamais sa retraite. Le total de mes textes publiés compte aujourd'hui environ 20 000 pages. Pour en savoir davantage, il vous suffira de taper mon nom sur votre moteur de recherche Internet. Tous mes écrits ont été consacrés à quelques disciplines essentielles. Tout d'abord l'histoire, principalement à celle de nos antiques racines gauloises, à la philosophie, qui permet d'aller au fond des choses, à la psychologie, sans laquelle on ne peut rien comprendre aux actions humaines, à la santé, au sens le plus large du terme, à la sociologie, qui éclaire nos comportements collectifs, à l'écologie, qui doit devenir très vite la toute première préoccupation de l'humanité, et à la prospective politique, qui fait terriblement défaut aux sociétés modernes. Autrement dit, voilà plus d'un demi-siècle que je consacre quotidiennement mes analyses et mes réflexions à l'observation de mes semblables. Je crois que cela m'autorise à donner quelques avis sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde, et surtout en France, car j'ai toujours pensé que la France avait, au milieu de toutes les nations, une vocation particulière, qui semble malheureusement être tombée dans l'impuissance et dans l'oubli. Notre pays fut pourtant à certaines époques un véritable phare pour le monde entier, durant la Renaissance, puis durant le siècle des Lumières, puis lors de la Révolution française, malheureusement dévoyée par Robespierre puis par Napoléon. Mais en fait, la véritable Révolution française fut la publication de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, éditée de 1751 à 1772, l'événement culturel le plus considérable du XVIIIe siècle et qui assura à la France un prestige mondial. Sa rédaction s'étala sur 15 ans et réunit le concours de 160 rédacteurs qui traitèrent tous les sujets historiques, scientifiques, techniques, artistiques, littéraires et philosophiques connus à l'époque. L'ouvrage de base comptait 17 volumes de texte, 11 volumes d'illustrations et 71 818 articles. Il fut imprimé par 80 ouvriers typographes qui travaillèrent sans relâche durant plus de 20 années. Plus de la moitié du tirage fut acquise par des étrangers, et l'on peut dire que la publication de l'Encyclopédie française, dont la liberté de penser suscita de fortes oppositions, marqua l'envol de la pensée rationnelle et scientifique moderne, et que grâce à elle, notre pays fut, pour quelque temps, le véritable maître à penser du monde. Dois-je rappeler aussi, dans un tout autre registre, l'impact de la révolution industrielle du XIXe siècle, dans laquelle la France joua un rôle capital. N'oublions pas que l'exposition universelle de 1900 attira à Paris plus de 50 millions de visiteurs, tandis que la France elle-même ne comptait alors que 38 millions d'habitants.
L'exposition fut marquée notamment par la projection sur écran géant de l'invention française des frères Lumière, le cinématographe, qui est de nos jours, par le prolongement de la télévision, le premier véhicule des arts, de la culture et de l'information sur toute la planète. C'est alors que la tour Eiffel devint pour toute l'humanité le symbole même du progrès technique ainsi que celui de notre pays. C'est aussi lors de cette exposition de 1900 qu'eurent lieu les concours internationaux d'exercice physique et de sport créés en 1899 et que Pierre de Coubertin fit reconnaître comme étant les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Ainsi, à l'aube du XXe siècle, la France brillait encore en tête de toutes les nations. J'espère que ces rappels ne me feront pas accuser de chauvinisme excessif, car ce ne sont là que des vérités, et mon seul but est ici de montrer que la France peut être fière de ses apports à la civilisation et qu'elle pourrait encore, si les Français le voulaient, contribuer puissamment à une harmonisation planétaire urgente et nécessaire. Or, notre nation est si affaiblie, si appauvrie, si désabusée, qu'elle paraît aujourd'hui incapable de montrer le grand exemple que le monde, j'en suis sûr, espère toujours de notre peuple. Quels sont donc les responsables de cet avachissement? Il n'est pas dans ma nature de chercher des boucs émissaires, mais le discrédit de notre classe politique, que la présente élection présidentielle illustre dramatiquement, n'est certainement pas étranger au découragement des Français. Comment se fait-il que nos politiciens, tous plus intelligents les uns que les autres, de quelque bord qu'ils soient, ne sachent pas nous offrir des perspectives d'avenir capables de mobiliser nos volontés et nos énergies? À cela, je vois deux raisons, dont la première est sans doute à l'origine de la seconde. D'abord, quelle que soit leur orientation idéologique, nos représentants politiques sortent tous du même moule, c'est-à-dire de ces grandes écoles dans lesquelles on apprend certainement 1000 choses utiles et intéressantes, mais au prix de l'étouffement, involontaire mais réel, de vertus essentielles comme l'intuition, la pénétration psychologique, la force de caractère, l'audace intellectuelle, le sens de l'harmonie et surtout l'osmose instinctive avec le génie historique du peuple auquel on appartient. Notre dernier grand homme d'État, Charles de Gaulle, n'était pas plus parfait que quiconque, mais il possédait tout cela qui a manqué terriblement à ses successeurs. La seconde raison, issue de la première, est que ceux qui voudraient gouverner la France ne connaissent pas les Français et ne peuvent donc pas répondre à leurs attentes. On entend souvent dire que les Français sont un peuple difficile à gouverner. Rien n'est plus faux. Mais on ne peut y parvenir que si on leur propose un grand dessein, un projet grandiose pouvant entrer en résonance avec leur tempérament ancestral et atavique venu du fond des âges. Alors ils deviennent capables d'étonner le monde et de s'étonner eux-mêmes, car toutes leurs énergies se trouvent sublimées. Mais pour cela, il faut avoir une connaissance profonde de nos origines historiques, malheureusement méconnues des Français, et particulièrement de leur personnel politique. On connaît les trois fameuses questions « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» Mais contrairement à ce que l'on croit généralement, elles ne s'adressent pas à la masse humaine dans sa globalité. Elles se posent à chaque peuple en particulier. Et s'il ne sait pas y répondre, il ne pourra jamais maîtriser son destin. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à tenter de répondre à ces trois questions en ce qui concerne le peuple dont je suis une infime parcelle. Il va sans dire que je ne saurais vous résumer ici le résultat de cet immense travail, mais je peux vous dire ceci. Je connais profondément les Français, mieux que les connaîtra jamais leur député le plus sincère et le plus attentif. Et je crois savoir comment il est possible, en ce déroutant XXIe siècle, de les arracher à l'apathie pessimiste et renfrognée qui sévit actuellement parmi eux. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que les différents programmes qui leur sont proposés par les candidats à cette élection présidentielle de 2017 n'ont aucune chance de sortir la France de sa torpeur inquiète et résignée. Je ne jette la pierre à personne.
Mais je ne vois dans ces projets que bricolage, raccommodage, rustines et bouts de ficelle, couronnés par quelques idées folles ou suicidaires, comme par exemple la sortie de l'Union européenne, le revenu universel et les bras grands ouverts à toutes les migrations. Si j'avais 20 ans de moins, et quoique le cirque politique ne me tente guère, j'aurais posé ma propre candidature à cette élection. Mais bien que je sois en excellente santé, je ne crois pas que ce serait raisonnable pour un octogénaire de se lancer dans une telle aventure. Toutefois, il est peut-être utile, à vous qui m'écoutez, de vous exposer ce que j'aurais alors proposé à mes concitoyens. Ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que personne ne pourra jamais entraîner tout un peuple en avant, et surtout le nôtre, avec un catalogue de réformettes et de mesurettes éparpillées sur de nombreux créneaux, et dont chaque électeur perdra tous les détails en route, sans parler des promesses qui ne seront jamais tenues parce que les moyens feront défaut. Ce qu'il nous faut, c'est une grande ambition, une grande espérance, un grand combat, mais un seul, qui s'attaque résolument au danger principal qui pèse sur notre avenir à tous, un combat dont la victoire nous délivrerait du même coup de toutes les autres difficultés qui nous assaillent, un combat qui unirait toutes les forces de la nation dans un seul élan, par-delà toutes nos divergences, nos différences et nos querelles, parce que chaque citoyen, quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, y trouverait le sens premier de sa propre vie et de celle de ses descendants. Je devine qu'en écoutant ces propos, certains vont me taxer de nourrir une utopie. Mais je vais vous démontrer que ce n'est pas le cas. Plusieurs épées de Damoclès sont suspendues au-dessus de nos têtes, mais il en est une qui surpasse toutes les autres en dangerosité et dont nous avons trop tardé à prendre conscience, c'est la destruction de la nature et de la planète par les pollutions de toutes sortes, destruction qui a pour conséquence l'explosion des maladies dégénératives qui vont écraser les générations futures. Si nous ne faisons rien, je peux vous prédire que vos petits-enfants seront tous cancéreux, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est là que se situe le véritable grand problème politique de ce siècle, et il devrait primer tous les autres dans notre esprit. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, affirmait le président Jacques Chirac le 2 septembre 2002 au 4e sommet de la Terre qui se tenait à Johannesburg. Cette superbe phrase avait été écrite pour lui par Jean-Paul Deléage, maître de conférences aux universités d'Orléans et de Paris. 15 années ont passé et nos gouvernants ont continué de regarder ailleurs, à commencer par Jacques Chirac lui-même. Quelques avancées ont été enregistrées au cours des 22 conférences internationales COP qui se sont tenues, mais elles sont bien loin d'être suffisantes à endiguer le tsunami de destruction de l'environnement qui se poursuit, véritable suicide programmé de l'humanité dont nous sommes tous complices. Mais à quoi sert-il de dire aux uns et aux autres « faites ceci et ne faites pas cela » Les prêchis-prêchats sont totalement inutiles. Qu'il s'agisse d'individus ou de peuples entiers, la seule éducation qui vaille, tous les psychologues le savent, c'est l'exemple qui suscite l'émulation. C'est pourquoi je propose au peuple français, donc à son futur président, de prendre une décision exemplaire, déclarer solennellement que la France a la volonté de devenir la première grande nation écologiste du monde et de consacrer toutes ses forces, dès cette année 2017, à l'atteinte aussi rapide que possible de cet objectif. Cela implique la mise en œuvre à grande échelle, sur tout le territoire national, de l'ensemble des énergies renouvelables de toute nature, sous l'impulsion de l'État, mais aussi des régions, des départements et des collectivités locales. Cela implique également la reconversion totale de l'agriculture française en agriculture biologique et l'arrêt progressif mais aussi rapide que possible de l'utilisation des pesticides et de tous les procédés chimiques qui dénaturent l'alimentation des Français, compromettant gravement et de manière insidieuse leur santé et celle de leurs enfants, tout comme celle des clients étrangers de nos produits exportés.
Cela suppose un plan quinquennal de grande envergure, associant les administrations et entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées. Afin que soit facilité le développement et la création de toutes les entreprises des secteurs concernés, ainsi que leurs possibilités d'embauche, ce plan devra prévoir leur exonération totale d'impôts et de taxes sur une durée de 5 années, éventuellement renouvelable année par année. Pour ne donner qu'un seul exemple de ce qui devra être réalisé en priorité, il faudra que tous les bâtiments officiels, tels que ministères, universités, mairies, écoles, hôpitaux, gares, etc., soient équipés en panneaux photovoltaïques et éoliennes légères de toit, de manière à être énergétiquement autonomes, ce qui aurait dû être entrepris depuis longtemps, notamment depuis que des élus écologistes ont été associés au pouvoir politique. Une politique de subvention locale, régionales et nationales devra être initiée pour que les grands ensembles d'habitations puissent être soumis aux mêmes règles. Je voudrais maintenant, mes chers compatriotes, vous demander un effort d'imagination afin que vous puissiez entrevoir toutes les conséquences positives d'une telle révolution pacifique qui placerait la France au tout premier rang des nations innovantes. Comme vous le savez, la France est la première destination touristique mondiale. Imaginez qu'apparaissent à nos frontières, à l'entrée de nos autoroutes, ainsi que dans nos ports et aéroports, d'immenses panneaux indiquant en plusieurs langues aux voyageurs: vous entrez ici sur le territoire de la première grande nation écologiste du monde, un pays où vous allez respirer un air pur, vous baigner dans des eaux limpides et vous nourrir d'aliments sains et goûteux. Vous entrez dans le pays de la révolution biologique. Eh bien, à partir de là, je vous parie une augmentation de 20 à 30% de l'afflux touristique, de visiteurs du monde entier qui ne viendront plus seulement pour voir la Tour Eiffel et nos musées ou apprécier notre gastronomie, mais aussi pour découvrir, le temps de leur séjour, le résultat d'une vraie politique de santé et d'un retour aux fondamentaux naturels d'un authentique humanisme. Et l'on pourra espérer alors que d'autres nations prennent exemple sur nous et que peu à peu, la planète entière se purifie. Mais peut-être que ce projet vous semblera trop ambitieux, et allez-vous m'objecter que dans l'état actuel de nos finances nationales, nous ne pourrons pas supporter un tel effort d'investissement. L'État, qui est quasiment en faillite, ne pourrait sans doute pas le supporter en effet, sauf à augmenter encore la dette publique déjà extravagante. En revanche, les Français eux-mêmes le pourraient, s'ils n'étaient pas ligotés par une fiscalité confiscatoire. C'est pourquoi je propose la seule mesure qui puisse libérer notre peuple du carcan fiscal qui paralyse ses initiatives et ses énergies, c'est-à-dire la suppression complète, radicale et définitive de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En l'espace de quelques mois, les conséquences de cette suppression seraient les suivantes. Augmentation importante du pouvoir d'achat de tous les contribuables imposables sur le revenu, soit plus de 50% des foyers français. Augmentation immédiate de la consommation et des placements investissements de tous ces contribuables exonérés, qui représentent la partie la plus aisée de la population. Rapatriement rapide et spontané des exilés fiscaux et de leurs capitaux, ainsi que des jeunes entrepreneurs expatriés volontairement. Afflux sur le territoire français de sièges sociaux d'entreprises étrangères, ainsi que de leurs dirigeants rémunérés en France. Augmentation immédiate du chiffre d'affaires de toutes les entreprises et de la TVA perçue, entraînant une récupération par l'État de son cadeau fiscal au rythme de près de 20% par mois, soit une récupération atteignant en fin d'année environ 95% de l'impôt sur le revenu non perçu. Augmentation immédiate de l'investissement et de l'embauche par toutes les entreprises en progression de chiffre d'affaires, ceci entraînant une diminution importante et rapide du chômage. Enfin, afflux de cotisations dans les caisses d'assurance chômage, caisses de retraite et caisses de sécurité sociale, d'où réduction importante de leur déficit.
Et n'oublions pas la disponibilité des fonctionnaires actuellement chargés de la perception et du contrôle de l'impôt sur le revenu et pouvant être affectés à d'autres services de l'État manquant de personnel, police, justice, etc. Et puis la disponibilité des locaux occupés par les centres des impôts et pouvant être transformés en logements sociaux, en maisons de retraite ou en maisons d'arrêt qui font cruellement défaut. À tous ces avantages matériels, il convient d'ajouter un avantage psychologique non évaluable financièrement, mais très important. La disparition chez les contribuables du stress de l'impôt, c'est-à-dire du souci de son calcul, de la corvée des paperasses, de la crainte de contrôles inopinés et d'erreurs risquant d'être interprétées comme fraude, ainsi que de la frustration permanente causée par le sentiment de voir une partie de ses efforts personnels détournés vers des dépenses étatiques pas toujours comprises et souvent même désapprouvées. Ce soulagement des contribuables aurait un impact positif réel en termes de confort mental et de santé publique. Il favoriserait indubitablement l'optimisme, le dynamisme et l'esprit d'entreprise des citoyens, libérant de façon spectaculaire les capacités créatives du peuple français qui sont potentiellement immenses. Aujourd'hui, nul ne l'ignore, nous sommes réputés être un peuple de pessimistes, de grincheux, de râleurs et de désabusés. Cette triste réputation disparaîtrait en peu de temps et la France retrouverait son antique surnom de pays de la douceur de vivre. À ceux qui jugeraient irréaliste la suppression totale de l'impôt sur le revenu, je rappelle que cet impôt fut créé le 2 juillet 1914, sans aucune nécessité économique. Sa motivation réelle étant de persuader les électeurs que, grâce à la progressivité de cet impôt, on allait faire payer les riches en épargnant les autres. Cet impôt inutile et purement démagogique a été maintes fois présenté comme étant plus juste que tout autre, au prétexte qu'en exonérant de son paiement les bas revenus et en l'augmentant progressivement pour les hauts revenus, il était garant d'une redistribution partielle des richesses et favorisait une certaine égalité sociale. Or, cet argument fallacieux est démenti par la réalité des faits économiques, car il pénalise les foyers qui seraient les plus capables d'investir dans l'industrie une part importante de leurs gains et qui pourraient ainsi favoriser la prospérité générale en maintenant le plein emploi et des salaires décents. En fait, l'impôt sur le revenu affaiblit aujourd'hui toute l'économie et, paradoxalement, porte un tort considérable à ceux qui ne le paient pas. L'impôt sur le revenu repose sur le refus d'admettre une réalité fondamentale. Chaque foyer doit assumer en priorité un certain nombre de dépenses basiques, logement, nourriture, vêtements, énergie, chauffage. Et c'est seulement lorsque ces revenus excèdent notablement ces dépenses incontournables que le foyer peut disposer d'un bénéfice, donc d'une certaine capacité d'investissement. Or, c'est précisément cette capacité que l'impôt progressif sur le revenu vient frapper de plein fouet et souvent même anéantir, paralysant du même coup le développement de la prospérité nationale, effet pervers dont les foyers modestes sont finalement les premières victimes. Voilà, mes chers compatriotes, le grand projet que je vous propose d'adopter pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle il s'est embourbé. Mais dans l'état actuel des esprits de nos candidats à l'élection présidentielle, il est peu probable que l'un d'entre eux ait l'audace de le soutenir, sauf peut-être si un puissant mouvement de l'opinion publique, et notamment de notre jeunesse, se déclarait favorable à sa mise en œuvre. Comme je vous l'ai dit au début de cette allocution, je ne me crois plus assez jeune pour pouvoir le défendre moi-même par ma propre candidature. Toutefois, une disposition intéressante de la procédure actuelle de notre élection présidentielle nous offre peut-être une issue de secours. Pour cette élection, en effet, aucun texte ne prévoit de démarche personnelle du candidat, à l'exception de sa déclaration patrimoniale. En outre, les parrainages doivent désormais être adressés directement par la poste au Conseil constitutionnel par les élus eux-mêmes, qui ont tous reçu le formulaire adéquat.
Ce qui signifie concrètement que si 500 élus au moins soutiennent nommément un de leurs concitoyens, celui-ci peut se retrouver candidat sans l'avoir demandé, bien que, dans ce cas, il ait l'obligation de préciser qu'il y consent. C'est ainsi que M. Alain Juppé bénéficie à ce jour de 242 parrainages en sa faveur, bien qu'il ait déclaré ne pas se porter candidat. Donc, si vous êtes de ceux qui voudraient voir mon projet adopté, vous pouvez demander au maire de votre commune et des communes voisines de proposer mon nom. Si je bénéficiais de quelques centaines de parrainages, ce serait, à tout le moins, le témoignage d'un puissant mouvement d'opinion, et que je sois finalement candidat ou non. Après tout, puisque nous vivons une année de surprise, un miracle est toujours possible. Mes chers compatriotes et amis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.